Bien sûr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous remercie de cette audition pleine d'entrain qui contraste avec l'opinion qu'on peut se faire d'une façon réelle ou supposée de votre organisation, parce que quand on parle du Bourget, quand on parle de Lille, quand on parle du discours de votre organisation, ce n'est pas en termes de compatibilité avec la République ni la laïcité, contrairement à ce que vous venez de nous indiquer. Moi, je vous crois sur parole. Et lorsque vous invitez, par exemple, Tariq Ramadan, ce qui est votre droit le plus strict, et la République n'a pas encore émis de lettre de cachet, j'espère qu'elle ne le fera pas, les rangs des élus sont plutôt déserts, moi la première, parce que c'est ce qui nous est indiqué. Donc d'abord, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que moi je suis contente de vous avoir dans cette maison, mais j'aimerais des explications, puisque il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc vous êtes là, vous allez pouvoir nous dire pourquoi votre organisation a une si mauvaise réputation et qui d'abord qui est si divergente du discours que vous tenez. Alors, est-ce que vous vous exprimez mal d'habitude et bien ici, ou est-ce que les gens comprennent mal ce que vous dites? Je vais commencer par ça parce que je voudrais vraiment votre réponse, parce que ça m'interpelle franchement. La question m'a été posée lundi matin avec Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. C'est pas la première fois que je passe chez Elkabbach. Je dis qu'on a tendance à parler de nous. C'est rare quand on parle avec nous. C'est très rare quand on parle avec nous et qu'on donne la parole. Parce que dire qu'il y a une dichotomie en quelque sorte avec ce que nous disons et ce que nous faisons, ben, il faut aller voir de plus près ce que nous sommes et ce que nous faisons. Amar al-Asfar, c'est 36 ans de présence dans un même quartier, n'a pas bougé, à l'île Sud. J'ai commencé, j'avais l'âge de 19 ans, j'en ai 55 maintenant. Donc entretenir une dualité dans le discours, premièrement c'est fatigant, déjà, sur le principe, c'est très fatigant. Impossible. Et puis, l'autre, il vous observe. Et l'autre, il n'est pas bête. Il vous observe. Il vient tous les vendredis suivre votre discours. Il vient au Bourget. Nous sommes à la 33e rencontre. Et pas la première. 33e Bourget. Donc, ce que nous disons ici, on le dit dans les mosquées. Le discours que je vous ai tenu, vous avez mis une façon de le vérifier. Et les autorités locales le savent très bien. Et ce n'est pas un échantillon à Lille qui n'est pas représentatif. C'est un peu quasiment toutes les grandes villes, là où il y a l'implantation de l'UIA. Nord, sud, est, ouest. Seulement, pour répondre à la question sur Tariq et sur d'autres, qu'est-ce que nous disons? À chaque fois que nous organisons un Bourget, on dit, là, nous respectons notre public. On n'est pas là pour lui inculquer quoi que ce soit. On n'est pas là pour lui apprendre quoi que ce soit. On crée les conditions d'un débat. Ce que nous faisons, on arrête un thème, on avance de l'argent, c'est coûteux le Bourget, c'est 2,5 millions pour 4 jours, c'est très cher. Dieu merci, on arrive à entrer dans nos frais. On arrête un titre, on prend le risque, et c'est un gestionnaire qui vous parle, d'avancer de l'argent pour réserver, déjà sont réservés les locaux du Bourget, et on invite les personnes. Est-ce qu'on va d'emblée censurer sur tel ou tel? Nous avons des conférenciers musulmans, pas musulmans, ceux qui partagent nos écoles, ceux qui ne partagent pas. Il y a des personnes même qui viennent chez nous pour nous insulter et qui distribuent du tract pour dire ah bah les terroristes UIF, le tract qu'on a vu même sur voilà. Et bien nous disons Dieu merci, on les a fait déplacer déjà. Le fait qu'ils viennent déjà nous insulter sur place, c'est bien. Mais au moins qu'ils viennent nous voir de plus près. Tariq Ramadan, par exemple. On est avec Tariq Ramadan, on ne se retrouve pas sur tout ce qu'il dit. D'ailleurs, lui, il est contre l'enseignement privé. Monsieur Mamech, que vous avez auditionné ici, donc président de la FNEM, jusqu'à aujourd'hui, Tariq Ramadan n'est pas pour... Et nous respectons sa position concernant l'enseignement privé. Parce que lui, il nous taxe, il dit que vous allez sombrer dans le communautarisme, vous allez faire quelque chose propre à vous. Loin de nous, hein, le conseiller pédagogique du lycée Averroès, c'est Michel Soussan. Il était là avec vous, vous l'avez auditionné. Et aujourd'hui, certes, on a commencé avec des élèves musulmans, mais aujourd'hui, on est des élèves non musulmans. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de parler des élèves musulmans, pas musulmans? On n'a pas le droit. Pour cela, quand on pose la question, M. Lasfar, à quand les élèves non musulmans? Je leur dis, mais qui est-ce qui vous permet de dire que j'ai des élèves aujourd'hui musulmans? Donc, Tariq Ramadan, on se retrouve sur un certain nombre de choses. Nous pensons que c'est un intellectuel, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui interpelle d'abord les musulmans. Dieu sait qu'est-ce qu'il leur dit dans les conférences, en tout cas, auxquelles j'ai assisté.
il les interpelle, mais en même temps, il leur dit, vous devez agir en tant que citoyen de ce pays. Mais on n'est pas censé être d'accord quand il sort de ce que nous avons nous tracé, on monte sur scène, on dit on n'est pas d'accord avec Tariq et avec les autres sur tel ou tel point, mais en tout cas on n'a pas, nous à l'UIF en tout cas, on n'invitera pas que ceux qui nous ressemblent et ceux qui vont dans le sens de notre école. Ça c'est une école, ce que je vous ai exposé. Et c'est une école qui a commencé dès le début 80, et il a évolué, et on a perfectionné, mais aujourd'hui nous sommes tenus par il faut dire les choses, nous sommes une école de pensée, avant qu'on soit une association 1901. Alors j'ai une seconde question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut une institution représentative de l'islam en ou de France, ou est-ce que vous pensez qu'il n'en faut pas? Parce que, je veux dire, là, il y a déjà une question dans la question. Il y en a une qui existe, dont Madame la Présidente vous a indiqué en commençant l'opinion généralement partagée. Est-ce que vous considérez qu'il faut une instance représentative ou pas? L'instance de dialogue, elle est faite de gens qui ont été choisis, sélectionnés en quelque sorte. Bon, c'est qu'une instance de dialogue. Donc, la question qu'on peut légitimement se poser et qui intervient avec certains de nos orateurs, c'est finalement, est-ce qu'il en faut une ou pas? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et je voudrais votre réponse aussi franche et directe que votre intervention. En 92, on a organisé un Bourget sous le titre « Qui représente les musulmans ?» 92. La représentation officielle de l'islam de France, c'est notre cheval de bataille. Je vous ai dit les différentes expériences. Et à chaque fois que l'État initie un processus, on est dedans. Il nous invite, parce que nous sommes, dans l'introduction, je ne vais pas aller jusqu'à dire que nous sommes la plus importante fédération, mais en tout cas, on fait partie des grandes fédérations de France. Donc l'islam, la structuration de l'islam, la représentation du culte musulman, on a toujours été associés. Et c'est une demande légitime, et des musulmans de ce pays. Et d'ailleurs, les musulmans, quand ils demandent une structure représentative, non pas des musulmans, sinon on est dans un modèle qui est communautaire, on est dans un modèle anglo-saxon. Donc quand les musulmans, quand Amar Lasfar dit il me faut une structure représentative du culte musulman et non pas des musulmans. Nous avons un modèle en Belgique qu'on ne veut pas reproduire en France. En Belgique, on appelle les musulmans et ils votent, ils s'inscrivent sur les listes électorales, ils votent. Mais ça, c'est un modèle qui n'est pas français. Notre modèle, nous pensons que c'est le meilleur en Europe, qui est celui intégrationniste. Moi, je ne partage pas l'assimilation. Eh bien, les musulmans, ils font tout pour mettre en place un conseil représentatif des intérêts du culte. Et d'ailleurs, M. Chevènement, en 1999, nous a posé cette question. Est-ce qu'on va partir des citoyens de confession musulmane ou des structures musulmanes, des mosquées? On a choisi les mosquées. Comme ça, pour ne pas, justement, tomber dans. Donc, nous sommes plus que demandeurs des structures représentatives. Et en plus, le CFCM, nous sommes dedans. Il y a ce scrutin, ce dernier, il y a 2 ans et demi, on n'a pas participé au scrutin. Pourquoi? Parce que nous avons, à un moment donné, émis un certain nombre de réserves en matière de réforme. Nous avons demandé à ce que le CFCM soit réformé, parce que nous avons laissé beaucoup de structures sur la route. On a dit que si on acceptait en 2003 d'intégrer le CFCM, avec toutes les imperfections qui sont les siennes, aujourd'hui, ça fait 10 ans, 11 ans, faisons le bilan et réformons la maison CFCM. On n'a pas été écouté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est retiré dans le calme, tout en disant que le CFCM nous représente. Donc nous sommes représentés par le CFCM, mal représentés, je peux le dire, mais nous sommes représentés. Et c'est la structure officielle à laquelle nous tenons. Et d'ailleurs, dernièrement, ce n'est pas un scoop que je vous fais, j'ai envoyé une lettre, voilà, en tant que président de l'UIF. Depuis mon arrivée à la présidence, ça fait 3 ans, j'ai mis ce sujet à l'ordre du jour. Le pourquoi nous avons quitté le CFCM, eh bien, on va encore rediscuter. Et dernièrement, j'ai envoyé un courrier officiel il est là, le membre du bureau, vice-président CFCM, donc ils ont reçu le courrier, pour réintégrer le CFCM. L'évaluation que j'ai faite de la chose, que notre place, nous voulons une structure représentative, elle est là, imparfaite, pas tout à fait ce qu'on veut, mais quand même, elle est là, et c'est la seule. Et on ne peut pas imaginer une autre. L'instance de dialogue, ça c'est l'État qui dialogue avec les musulmans. Donc on était 150 personnes, 130 personnes au mois de juin dernier, une trentaine faisant partie de l'UIF, voilà, dans toutes les villes de France. Le ministre, quand il a fait sa tournée, le ministre de l'Intérieur, quand il a fait sa tournée à Poitiers,
à Bordeaux, à Strasbourg, à Marseille, eh bien, les personnes qui l'ont reçu, c'est des délégués locaux de l'IOIF. Et son discours, il a prononcé dans une de nos mosquées, à Senan et à Bordeaux. Et voilà, donc quand on descend dans les villes, les partenaires des pouvoirs publics, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent, en tout cas, il y a une bonne partie qui font partie de l'IOIF, pour ne pas dire qu'il n'y a pas les autres. Donc oui, pour le dialogue, pour l'instance pour le CFCM. Le CFC n'est pas une instance représentative. C'est M. Valls qui l'a dit, il l'a dit à 2 fois. Il n'y a même pas une semaine, on était justement au Palais Beauvau, et c'est la 2e instance de dialogue que nous travaillons aujourd'hui sur la déradicalisation, avec des commissions, etc. Beaucoup de colloques sont faits au niveau, notamment dans le Nord, à Saint-Étienne, à Lyon. J'ai participé, moi, personnellement, à ces colloques. Mais nous disons que la déradicalisation, oui, mais surtout la prévention, faisons ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons faire bien, parce que nous sommes outillés pour parler aux jeunes. Quand je dis parler aux jeunes, nous avons des rendez-vous tous les vendredis. Nous avons un congrès. 1500 personnes qui viennent prier en moyenne dans les mosquées de France. Un discours direct pendant une demi-heure à 3 quarts d'heure. Ils ne sont pas censés vous interrompre, après le rituel musulman. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, en quelque sorte. Vous avez un message à transmettre. Les écoles, donc notamment les jeunes, les écoles arabes, on appelle ça l'école arabe ou l'école coranique, du week-end. C'est des dizaines de milliers de jeunes qui viennent à un bas âge. La prévention commence à cet âge. Les 5000 élèves aujourd'hui qui suivent leur scolarité dans le secteur privé musulman. Nous pensons que la prévention, nous la faisons tous les jours, toutes les semaines, voilà, durant l'année. Et le résultat, il est là, c'est que nous avons prévenu, Dieu merci, et nous avons immunisé, et nous avons vacciné une bonne partie de nos corélogionnaires et de nos concitoyens. Oui, oui. Est-ce que c'est le marché des imams qui n'est pas à la hauteur, ou est-ce que leur emplacement dans les mosquées se heurte aux pays d'origine qui préfèrent les leurs? Parce qu'on a eu des auditions, hein, donc on commence à voir un peu la difficulté. Est-ce que par hasard cet imam de France, enfin ces imams formés en France et que, à titre personnel, j'appelle de mes vœux, avec la rupture des pays d'origine, parce que je considère que, enfin c'est ma vision idéale, voilà. Est-ce que ces jeunes qui sont formés à Château-Chinon, du texte dans le contexte, et qui parlent français, qui prêchent en français conformément à ce qui est possible, est-ce qu'ils sont bien reçus dans les mosquées, ou est-ce qu'ils se heurtent aux imams des pays d'origine? C'est une vraie question pour nous. Vous avez très bien répondu à la question, madame la sénatrice. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours que l'islam de France, il a un concurrent sur place, qui s'appelle l'islam en France. Tout à l'heure, si vous m'avez suivi, je dis que l'islam de France n'a pas été décrété. C'est vrai, sur le plan politique, il y a un certain ministre, il me faut l'islam de France, l'islam de France. J'ai été reçu par M. Valls quand c'était ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit, M. Valls, vous avez utilisé 3 ou 4 fois l'islam de France. Pour vous, c'est quoi l'islam de France? Quel est son contenu? On peut être d'accord sur le contenant, sur le cadre, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce que le débat, il est là. Qu'est-ce qu'on met dedans dans l'islam de France? Ces instituts que je viens de citer font partie justement de l'islam de France. Mais aujourd'hui, nous avons encore une bonne partie de nos corélégionnaires font partie de la première génération. Qui dit première génération? Il y a encore des loyautés vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'origine. Et ce qui est, à mon sens, naturel et normal. On ne va pas brusquer cette évolution et on demande aux musulmans de faire ce que les autres ont fait en plusieurs siècles. L'islam de France, il date de 20 ans, grand maximum. Donc il y a quasiment une bonne partie de mosquées sont entre les mains de la première génération. Et qui voient d'un mauvais œil le fait de prêcher en français. C'est la réalité. On ne va pas la dénoncer, parce que la dénoncer, ça n'arrange pas les choses. On l'accompagne. Si on peut apprendre le français à cet imam qui est venu du bled du Maroc, d'Algérie ou de la Turquie, pourquoi pas? Mais préparant, je pense que les imams que nous préparons aujourd'hui, c'est pour prendre les responsabilités par la suite. Mais vous avez très bien répondu, madame, qu'il y a des imams, d'ailleurs, nous continuons encore, au moment où on dit il faut former les imams en France, il y a des imams qui partent pour être formés. Moi, je ne suis pas contre, du moment qu'ils sont dans un cadre universitaire et que ça se fasse d'une façon transparente, mais seulement au passage, je fais la remarque, tout simplement.
L'argent, bien sûr, on a besoin d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent? Mais l'argent sans condition. Moi, je ne peux pas vous dire que je ne veux pas d'argent d'étranger. Parce qu'au moment où nous vivons dans un monde mondialisé, nous savons très bien qu'un certain nombre de lieux de culte non musulmans sont financés par l'argent français dans le monde. Et l'Église ou autres, les églises en général sont financées par l'argent qui nous vient aussi de l'étranger de la France. Moi, je n'en fais pas une affaire. Seulement, ce que je dénonce, l'argent qui est soumis à des conditions. Je vous donne ça, mais vous devez vous soumettre à une politique qui n'est pas. Et la première notion que je vais vous citer, c'est l'indépendance. 83, on n'a pas de l'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, derrière l'UEF, il n'y a aucune puissance étrangère. À moins qu'on persiste, il y a l'Égypte. Alors qu'Amar Lasfar, il est marocain d'origine, il n'a jamais mis ses pieds en Égypte, même pour le tourisme, alors que je suis dans le tourisme. Donc derrière nous, il y a la France. Tout simplement. Nos décisions se prennent 20 rue de la Prévôté à la Courneuve. On n'a pas de représentants diplomatiques avec qui on traite, mais nous respectons les autres pour le choix qu'ils ont fait. Bien sûr, l'argent qui vient d'une façon transparente, nous avons vu l'argent de la mosquée de Lyon, il est venu d'une façon officielle, voilà, sans aucune condition, bien sûr. Nous avons vu l'argent des mosquées d'ici à Paris, ou à Strasbourg, ou ailleurs, bien sûr, bienvenue à l'argent étranger, mais s'il n'est pas conditionné. Ça, c'est la condition que nous mettons. Mais dépendre de ce qu'on appelle d'une source irrégulière, c'est risqué. Et ça, c'est le gérant de société qui vous parle. Je dis, ça c'est aléatoire. S'il vient, c'est tant mieux. Mais s'il ne vient pas, cherche des sources de financement régulières ici, en France, pour pérenniser votre financement. Le budget de l'UOIF par an, c'est quoi? Je vous le dis, vous n'allez pas me croire, hein. Je vous crois sur parole. 350 000 euros. C'est rien du tout. Non. Voilà. Oui, bien, monsieur Lasfar. Voilà. Alors, vous disiez tout à J'ai l'heure... 3 salariés au beau. Hein, il est là, le directeur. Le directeur, il est là. Vous disiez tout à l'heure que la 33e rencontre du Bourget, ça coûtait cher 2 millions et demi. C'est une activité qui se finance par entrée-sortie. Ça ne rentre pas dans le budget de fonctionnement de l'UE. Non, mais d'accord, bien sûr. Mais entrée-sortie. Vous parlez à un comptable, hein. Donc je pense, je vous ai dit le budget de fonctionnement de l'UE. En consolidé, combien ça fait? Je peux vous dire les 10 millions aussi de la foire au Bourget. Il y a une foire commerciale. 10 millions d'euros. Et je l'ai dit sur Europe 1. Mais ce n'est pas mon budget. Non, mais qui paye ça? Ceux qui viennent. Donc l'entrée au Bourget pour 4 jours, c'est combien? Elle est payante. 10 pour une journée, 20 pour 4 jours. Est-ce que je me permets de vous poser une autre question? Parce qu'on nous l'a servi dans le cadre d'une autre audition. Est-ce que les fidèles musulmans, dont on dit qu'ils sont très généreux vis-à-vis de leur mosquée, ne pourraient pas autofinancer le fonctionnement de ces mosquées? Si. Ils le font aujourd'hui. Ils le font. Ils le font. La preuve, c'est que moi, la mosquée de l'île Sud, elle est autofinancée par les fidèles. Et c'est pas... C'est représentatif. Donc il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. De problème parce que, bon, qui dit on finance mais si nous voulons développer des activités, outre que, parce que qu'est-ce que fait la mosquée? Ils dispensent un service, prier, des ablutions et des prières. Nous avons aussi des écoles. Et les parents payent. Il faut dire que les musulmans sont paradins. Il faut les impliquer dans le financement. Et ils sont suffisamment nombreux pour que nous parlons de 5 à 6 millions de musulmans. C'est une source. Moi, je dis que c'est une source. Là, je vais être un peu en désaccord avec nos amis qui ont demandé d'aller chercher. On cherche toutes les sources de financement. Mais la source principale, je pense que c'est la communauté. Ils nous ont habitués. Au Bourget, ils viennent, ils payent et ils nous disent merci. Un dernier mot sur le halal? Vous savez, le halal, c'est un domaine très compliqué. Oui, ça je sais. Très, très compliqué. Oui. Très, très compliqué. Juste, mes amis, il est 18h20, c'est très intéressant et on a encore beaucoup de questions, mais donc peut-être une dernière fois le micro pour Madame Goulet, et puis nous vous remercierons, Monsieur le Président. Vous êtes comptable, Monsieur le Président, entre 5 et 6 millions de musulmans, il y a 1 million. Ça fait beaucoup des marques inconnues. Vous avez une idée du nombre de musulmans qu'il y a en France? Je ne peux pas vous le dire, hein, il m'est interdit. Oui, on est sinon je ressemblerais à un maire d'une ville qui s'est amusé à avancer des chiffres. Vous voyez, nous on sait moins. Vous avez une idée? Moi, je ne veux pas qu'on ne compte. Parce que ça serait un sujet de polémique, de plus.
Mais on ne peut pas adapter les besoins. Voilà. Ah, Parce qu'on ne compte pas les autres aussi. Hein. on compte tout le monde. Voilà. Ici, on compte tout Dans le les 65 millions, je fais partie 65. Combien vous m'avez compté en tant que citoyen. Ça doit suffire. Vous savez, nous, ici, on a l'habitude de compter les voix. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien, mais écoutez, merci Monsieur le Président de votre présence, du temps que vous nous avez consacré dans le cadre de ces auditions. Merci à mes collègues également. Et on voit bien que notre mission nous amènera encore à de nombreux échanges parce que c'est effectivement extrêmement intéressant et ça suscite toujours de nouvelles questions. Merci encore.